Business Durable, le magazine des entreprises qui prennent soin de la planète. Sidonie Watrigan sur BFM Business. Allez, comme promis, on va donc parler de l'Afrique, bien évidemment, pendant l'ensemble de cette émission. On est avec Alexandra Paget de BFM Business. Alexandra, vous êtes nos yeux et nos oreilles, puisque vous avez été en reportage en Afrique. On a déjà vu un reportage autour de Total. On va encore en voir quelques-uns au cours de cette émission. Et on accueille également avec grand plaisir Charlotte Aubin-Caledjian, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Greenwich Partners et Fabrice Le Sachet, bonjour. Bonjour. Directeur général d'Aera Group. D'abord un tout petit mot, peut-être un petit carnet de voyage. Allez Alexandra, vous êtes allé où exactement et pourquoi faire? Alors, ça a commencé par Bokhol. Bokhol, c'est en plein désert, quasiment à la frontière avec la Mauritanie, au nord, tout au nord du Sénégal. Et c'est donc là que est en train de sortir de terre la plus grande centrale photovoltaïque d'Afrique de l'Ouest. Et c'est le premier projet de Greenwich Partners qui voit ainsi pour le coup son premier investissement porter ses fruits. Et on va donc voir par la suite ce qu'ils vont pouvoir faire ensuite. Je suis redescendue à Dakar dans le reportage que vous avez vu tout à l'heure chez Total, puisque le groupe a décidé une stratégie à long terme d'ici 2035 qui vise à devenir un acteur global de l'énergie et pas seulement un pétrolier. Et en l'occurrence, chez Total, dans les stations Total au Sénégal, c'est exactement l'application de cette stratégie qu'on voit, avec notamment la vente, par exemple, de smart grids dans les stations. Et puis, j'ai fini par la Casamance, donc tout au sud du pays, où là, c'est de l'éclairage solaire. C'est donc Sona Design, c'est une start-up française qui fabrique en France et qui donc installe ces fameux lampadaires solaires dans les villages. Et évidemment, vous verrez dans le sujet que ça a une certaine utilité. Non, on va pas tarder à le regarder parce que effectivement, le nerf de la guerre, c'est bien évidemment le soleil, c'est bien évidemment l'enjeu d'une électrification qui n'est absolument pas aboutie, puisqu'on est quoi à 30% des Africains qui sont aujourd'hui reliés, et encore par intermittence. Par intermittence et en ville, c'est 15% en zone rurale. Donc 15% vous voyez, en zone rurale, donc il y a du boulot. Et effectivement, certaines petites entreprises, puisqu'on peut dire que Suna Design est une petite entreprise, se sont lancées sur le terrain africain. Et dans votre reportage, on voit que leur techno assez fabuleuse change la vie quotidienne finalement des Africains. On va regarder ça. Avant, à Ziguinchor, un petit port de pêche de 150 000 habitants, au coucher du soleil, la vie s'arrêtait. Mais depuis 6 mois, des lampadaires solaires éclairent la nuit noire sur le port et les femmes qui vident et salent les poissons peuvent désormais travailler de jour comme de nuit. Dans le temps, à pareille heure, on était déjà à la maison, on ne pouvait pas travailler dans le noir. Maintenant, on gagne plus qu'avant parce qu'on peut travailler quand la pêche arrive et le poisson ne se perd pas. Le français Sona Design a déjà installé plus de 5000 de ces lampadaires solaires dans le monde. Antoine Sebastianouti dirige les projets en Afrique. Selon lui, ces produits sont certes plus chers que ceux de la concurrence, mais bien plus durables. La vraie valeur ajoutée de Suna Design, c'est sur la qualité de ces produits, qui ont une durée de vie d'environ 10 ans, car la batterie n'a pas à être changée, aucune maintenance pendant les 10 ans de vie du produit, contrairement à ce que l'on trouve sur le marché avec des batteries au plomb qui ne résistent pas à la chaleur, qui ne sont donc pas tropicalisées et qui, après 2 ans, nécessitent une maintenance. Reste que les collectivités locales rechignent à investir. Sona Design offre donc une alternative. Elle s'adresse directement aux particuliers en reliant leur maison aux lampadaires. Les utilisateurs prépayent leur consommation via leur téléphone portable et la PME sécurise ainsi ses investissements. Voilà donc un bel exemple d'une entreprise qui a investi et a priori ça marche sur le continent africain. Est-ce que des initiatives comme ça, c'est-à-dire assez petites finalement à l'échelle de quoi, d'une maison, d'un village, d'une ville, est-ce que vous en voyez beaucoup, Fabrice Le Sachet? Oui, il y en a énormément parce que, vous l'avez évoqué, l'Afrique c'est une zone de croissance, 5% à peu près en moyenne dans les 10 dernières années. Certains pays comme la Côte d'Ivoire, 10% de croissance annuelle projetée pour cette année. Mais c'est aussi une zone d'innovation. Et il y a un certain nombre de start-up françaises très prometteuses comme Suna Design qui s'inscrivent dans cette croissance et qui proposent des produits et des services qui correspondent aux réalités socio-économiques africaines, en l'occurrence l'accès à l'énergie, et qui ont une croissance organique en déployant leurs équipements sur le territoire africain. Mais qui se déploient à l'échelle
très local. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan nationaux de développement ou de plan massif. On reviendra à votre centrale photovoltaïque qui est quand même assez énorme, Charlotte. Mais oui, Alexandra. Non, parce qu'en fait, le problème, et c'est ce qu'ils nous disent quand on est sur le terrain, c'est que bien sûr, ils arrivent à déployer, mais il y a quand même toujours le même problème en Afrique, c'est le problème du recouvrement, c'est-à-dire de se faire payer. Et en plus, le problème de l'investissement, c'est-à-dire que c'est de l'éclairage public et les mairies rechignent franchement à y aller parce que c'est plus cher. Fabrice. Oui, 3 points sur la question de l'accès au financement qui est clé pour les startups. Premièrement, Suna Design a utilisé le crowdlending, le prêt participatif, plus de 500 000 euros collectés auprès de particuliers en 44 jours. Et là en France. En France, mais pour déployer son projet au Sénégal. Donc il y a des Français qui sont intéressés par des entreprises françaises qui déploient leur projet en Afrique. Deuxième point, Suna Design utilise le prépaiement par téléphonie mobile. Et comme vous le savez, aujourd'hui, on parle d'innovation et d'Afrique, il y a une explosion de l'utilisation de la téléphonie mobile, une explosion des paiements par mobile. Au Kenya, l'année dernière, c'est 27 milliards de dollars de transactions. On va avoir l'occasion d'en parler avec Orange notamment, qui sera avec nous juste après. Charlotte Topin-Caledjian, vous portez un projet d'envergure un peu plus grosse, on va dire, puisque Alexandra l'a présenté comme étant la plus grande centrale photovoltaïque du continent. Ça se passe où exactement? Oui, alors cette centrale a une capacité de 20 mégawatts. Ouais. Et c'est la première centrale, à l'exception du Maroc et de l'Afrique du Sud, de taille industrielle qui sort en financement de projet. Point important qu'on abordera certainement ensuite, qui est l'accès au financement. Ouais. Pour ces gros projets industriels et ces enjeux de l'électrification. Elle est au nord du Sénégal, sur un point idéal qui est une zone, vous le verrez sur les images, assez désertique et donc qui ne perturbe absolument pas l'habitat local, l'agriculture ou des enjeux, ne crée pas d'enjeux de déforestation, et elle est directement raccordée sur une ligne à haute tension. Alors c'est une situation qui est idéale pour construire une ferme industrielle. Elle est, vous le verrez dans le reportage, très accueillie de la communauté locale. Et, très bien accueillie, ouais. Très bien accueillie, ouais. Attendue parce qu'elle est accompagnée d'un gros programme d'action sociale défini avec la communauté. On va créer des emplois locaux. Et donc il y a une approche qui est très inclusive de cette ferme. Juste en termes de production, on a parlé des enjeux de l'électrification en Afrique. Le solaire ne répondra pas à tous les besoins, ne remplira pas 50% du mix énergétique. Néanmoins, dans une zone comme le nord du Sénégal, 20 mégawatts produit 2 fois la même capacité à installer en Angleterre ou au nord de la France. Donc on a vraiment une opportunité solaire à exploiter pour l'électrification de l'Afrique. A priori, c'est quand même le continent le plus ensoleillé du monde, donc effectivement, il faut savoir en profiter. On va regarder le reportage d'Alexandra Paget, toujours dans cette région de Saint-Louis. Ces jours de cérémonie à Bohol, à l'emplacement de la future centrale en construction, les officiels s'entassent sous les tentes, sous un soleil éclatant, ce même soleil qui va bientôt fournir de l'électricité au pays. Une vraie révolution selon Amadou Barodio, un notable local. Ils auront la possibilité maintenant de conserver les produits périssables issus de l'agriculture, de la pêche ou de l'élevage, d'avoir des magasins qui seront réfrigérés et ça va augmenter les revenus. 2 Français sont à l'origine de ce projet. L'idée, fournir une électricité propre, aussi bon marché que le charbon pour la région, et rentable pour leur fonds. Un pari risqué pour Gilles Parmentier, directeur des investissements de Greenwich Partners, mais à la rentabilité intéressante, entre 15 et 20% attendus. Aujourd'hui, c'est plus compliqué et plus risqué que d'investir en France. Notre métier, c'est de gérer ces risques au mieux pour qu'ils ne se produisent pas et dégager effectivement la rentabilité attendue. La production de la centrale est vendue à la compagnie sénégalaise d'électricité dirigée par Mactar Cissé. La proposition de Greenwich Partners a retenu son attention parce qu'elle lui permet de répondre aux engagements pris par son pays en achetant une électricité propre. Même si a priori le coût du solaire peut paraître élevé par rapport au charbon ou à d'autres sources, les retombées économiques sont extrêmement importantes, qui plus est, c'est compatible avec les options du gouvernement depuis la COP21. La centrale de Bohol devrait desservir 20 000 ménages en électricité, soit 200 000 consommateurs supplémentaires. Elle sera normalement raccordée au réseau en octobre prochain. Octobre prochain, vous tenez les délais là, c'est sûr, ce sera raccordé. Bon bah super. C'est même notre constructeur qui a intérêt à tenir les délais. 7 mois et demi de construction pour 20 mégawatts.
C'est court. C'est court, c'est ambitieux. On s'est mis des objectifs très ambitieux qu'on a délivrés, qui ont été très appréciés du gouvernement sénégalais, de la communauté, et on espère en faire beaucoup plus au Sénégal. Ce qui est dit dans le reportage, c'est qu'investir en Afrique, ça reste quand même assez compliqué, complexe et assez risqué. J'entends par complexe peut-être les relations avec le pouvoir politique ou même des problèmes de financement, on l'a évoqué d'un mot, et risqué. C'est quoi les risques géopolitiques par exemple, l'instabilité? Selon moi, la plus grande complexité, c'est d'arriver à mettre sur place un projet bancable et finançable. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire maîtriser les risques techniques. Alors, la technologie solaire, elle est aujourd'hui très maîtrisée et on est bien content de ne pas prendre un risque technologique à côté des autres enjeux que l'on doit traiter. Vos constructeurs, ils sont européens? Nos constructeurs, oui. On a sélectionné à l'issue d'un appel d'offres Vinci pour ce Donc avec un retour sur l'expérience qui est quand même assez bon, pas de risque industriel. Exactement. Ça veut dire une société qui a une expérience du renouvelable, une capacité de donner des garanties, mais aussi une grande présence en Afrique et une expérience du terrain. Qu'il faut savoir. C'est un peu comme quand on va bosser en Chine, en fait. C'est ça, c'est la même chose. Faut savoir, faut connaître le milieu, faut connaître les Chinois. Et avoir des partenaires sur place. Ouais. Exactement. Alors, d'un point de vue risque, vous avez le risque technique. Le plus grand risque qu'on ne connaît pas en Europe, c'est la capacité des réseaux à accepter une énergie intermittente telle que le solaire. Jamais sur nos projets en Europe, on a travaillé sur des audits de réseau parce que le réseau EDF est un réseau très vaste et capable d'injecter... Vous ne connaissez pas la capacité physique de chaque réseau, par exemple celui du Sénégal, d'absorber l'intermittence de l'énergie solaire? C'est un travail préalable pour définir la capacité de construction. On est obligé de commencer par des audits de réseau parce que ça ne sert à rien de construire une ferme solaire qui ne pourra pas donner l'électricité pas être vendu. Le deuxième enjeu va être la nature des contrats. Évidemment, vendre de l'électricité à une société nationale d'électricité dans un contexte africain présente des risques importants et on a besoin du soutien des États. Pourquoi? Parce que l'électricité en Afrique est extrêmement chère, elle est déficitaire, mais elle est aussi très dépendante sur la bande sahélienne des énergies fossiles. Et donc, par définition, le coût de génération étant tellement important que le prix de distribution doit être subventionné, ce qui crée un déficit structurel de toutes les sociétés nationales d'électricité. Et donc, il est nécessaire, pour couvrir ces risques de contrepartie, d'avoir le soutien des États, mais aussi le soutien des assurances de la Banque mondiale, etc. Donc, tout ça rend la finalisation d'un contrat très complexe, de telle sorte aussi que ces contrats soient acceptables par les bailleurs de fonds. Un projet solaire se finance, alors en Europe à 85% en dette, dans le contexte africain où on manque un petit peu de retour d'expérience, on va sur des niveaux d'endettement de 70 à 75%. Et sur des endettements longs, parce que le solaire représente un investissement initial très important, mais peu de coûts d'opération. Le soleil est gratuit, pas le fioul. Sur votre centrale, par exemple, c'est combien 20 mégawatts, ça représente 25 millions d'euros d'investissement. Et vous avez eu du mal à les trouver? On n'a pas eu de mal à les trouver. On avait plusieurs bailleurs de fonds disponibles et on a choisi celui qui était, selon nous, le plus compétitif, le plus engagé et qui aussi est notre partenaire long terme, qui est la Banque africaine de développement. Alors justement, vous m'avez raconté d'ailleurs qu'en allant voir la Banque africaine de développement, ce qui m'a un peu surpris, vous leur avez proposé le projet et ils vous ont dit mais bien sûr qu'on a des fonds pour faire ça, mais on ne peut pas les utiliser. Fabrice, vous me disiez la même chose sur ces fonds verts. C'est pas l'argent qui manque finalement, c'est on ne connaît pas le processus de déblocage. Exactement. L'argent, la disponibilité des fonds, qu'ils soient climatiques, concessionnels, des institutions internationales ou des investisseurs privés, il est colossal. Il y a énormément de recherche d'investissement. Vous avez chiffré, non? Enfin, je sais pas, on parle de centaines de milliards ou
Non, mais vous avez peut-être évoqué les risques, mais il faut dire qu'en Afrique, il y a aussi une capacité d'avoir des revenus complémentaires avec des outils spécifiques. C'est ce qu'on appelle la finance climatique. Le fonds vert climatique s'adresse prioritairement à l'Asie, à l'Afrique, à l'Amérique latine. Et donc fonds vert climatique qui émane directement notamment des décisions prises au sein des COP et de la COP 21. Exactement. Ouais. Le fonds vert climatique, c'est le réceptacle international de tous les fonds qui vont permettre de lutter contre le changement climatique, soit pour des projets d'adaptation, soit pour des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est un outil qui est assez récent, mais il y a des outils plus anciens, je pense plus particulièrement au crédit carbone, qui peuvent permettre de conférer un bonus de revenus aux projets, notamment d'énergie renouvelable en Afrique. Et donc c'est de l'argent qu'on vous reverse en fait En fait, c'est très simple. Vous évitez les tonnes CO2 dans l'atmosphère et l'ONU vous octroie un crédit de carbone. Une tonne CO2 évitée, un crédit de carbone. Et vous vendez ces crédits de carbone pour avoir un complément de revenus sur vos projets. C'est en quelque sorte une façon de récompenser les actions vertueuses qui sont entreprises dans les pays en développement et de booster le transfert de technologie sur ces territoires. Le projet de Charlotte, par exemple, réduit de plus de 25 000 tonnes équivalent CO2 par an les émissions dans l'atmosphère. Et donc, peut recevoir 25 000 crédits de carbone. Ces crédits de carbone seront vendus à 2, 3, 4, 5 $ selon l'évolution des cours. Et ça constituera chaque année un complément de revenus. C'est régi par un marché. Exactement, c'est comme une matière première. Ouais. Alors nous faisons appel à ces fonds climatiques sous deux formes. Premièrement, les crédits carbone. Alors pour nous, les revenus additionnels des crédits carbone sont utilisés dans nos budgets d'action sociale. D'accord, donc en parallèle de la centrale. Enfin, en tout cas, exactement. Dans la constitution d'un projet, il y a une dimension sociale et environnementale qui est importante et qui est inclusive au projet et pour lequel on a alloué un budget annuel qui sera déployé selon des actions définies avec la communauté et qui sera abondé en complément par les crédits carbone. Et le côté social, par exemple, c'est un argument entre guillemets marketing pour vous, pour aller vendre l'idée qu'il faut implanter une centrale quelque part, ou est-ce que ça fait partie de l'ensemble des projets en Afrique? C'est une question toute bête et très naïve. C'est totalement intrinsèque et ça fait partie de la durabilité du projet. Si la communauté sur laquelle vous allez installer une ferme solaire ou une ferme éolienne ne soutient pas le projet, votre projet ne marchera pas. D'accord, donc c'est un critère qui peut vous donner quand même l'aval de la population locale. Exactement. C'est des projets qui doivent être totalement inclusifs de la population locale. Alors nous, on va plus loin. On a des partenaires sur le développement qui sont locaux. Les sous-contractants de nos constructeurs sont locaux. La plupart des employés vont être locaux. Et nous avons aussi constitué un tour de table de co-investisseurs locaux. D'accord. Ce qui veut dire que dans le cas de ce projet, 45% des dividendes du projet resteront au Sénégal. Et ça, c'est hyper important dans la façon dont ils appréhendent ce genre de projet, justement. Parce que quand vous parlez, par exemple, au président de l'équivalent de l'ancien EDF français, pour lui, l'idée, c'est quand même d'arriver à gérer ce genre de projet, à les monter avec un partenaire français, tout en n'ayant pas l'air de ce que c'était que l'investissement des toubabs, comme on dit autrefois en Afrique, c'est-à-dire des gens qui viennent faire beaucoup d'argent et pour le coup... Pour leur compte. Et c'est pas le cas. Pour le coup, je peux en témoigner, ça n'est pas le cas. Ouais, donc là, le discours, effectivement, a changé et l'approche a changé. C'est-à-dire que vous intégrez les locaux dans votre business. L'équipe est en train de s'étoffer et elle sera bientôt plus africaine que française. Je voulais juste soulever un dernier point, Sidonie, très important. Très rapide alors. Qui est sur les financements climatiques. On a aujourd'hui un gros enjeu qui est comment électrifier rapidement l'Afrique à coût moindre par rapport aux énergies actuelles. Et un secteur privé qui peut être l'essentiel de la réponse de l'augmentation des générations de capacité électrique et pour autant qui prend des risques énormes. Il y a au milieu des financements climatiques, des prêts concessionnels qui viennent, selon moi, répondre aux deux enjeux. Comment augmenter des capacités à moindre coût pour les sociétés nationales d'électricité et dérisquer un secteur privé
qui va répondre aux enjeux de l'électrification du continent. Et ça, c'est un élément qui est très important et sur lequel on compte beaucoup sur les prochaines années pour mettre à profit tous ces financements climatiques disponibles. Et finalement, cette question-là pourrait être le cœur d'une émission d'1 heure, puisqu'on a à peine eu le temps d'en parler. Exactement. En tout cas, on vous réinvitera. Un grand merci d'avoir été avec nous, Fabrice Le Sachet, Charlotte Aubin-Kaledjian et Alexandra Paget, donc pour tous ces très beaux reportages. Vous restez avec nous, on continue à parler de l'Afrique. On en a largement parlé puisque c'est un enjeu majeur autour du mobile avec Orange. C'est à suivre.